Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes le mercredi 13 mai 2020, bienvenue dans À l'air libre. Salut Rachida. Salut Valentine. J'espère que tu vas bien, quel est ton programme ? Je m'intéresse aujourd'hui à une problématique qui traverse les âges et qui est accentuée par la crise que nous vivons, les inégalités entre les femmes et les hommes à la maison et au travail. On va donc causer charge mentale, domestique, émotionnelle avec mes deux invités, car en ces temps bouleversés par la pandémie, ces charges pèsent encore et toujours plus sur les femmes. À tout à l'heure Rachida. En ce qui me concerne, je suis toujours dans l'Oise où j'ai rencontré une enseignante de maternelle à Crépy-en-Valois. Ça s'est passé juste là, derrière moi, à l'école Charles Péguy. On ira ensuite en Colombie où le confinement total rend visible, très visible, la précarité et la pauvreté. C'est le mouvement des chiffons rouges. Également dans À l'air libre, piège de freestyle, les rappeurs de l'actualité. 2 adresses où nous écrire, alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, covid@mediapart.fr pour vos témoignages et infos d'intérêt général. À l'air libre déconfiné numéro 40 déjà, c'est parti. Faut-il renvoyer ses enfants à l'école ? C'est le dilemme qui traverse les parents, comme l'a raconté Faiza Zerouala dans Mediapart, puisque le retour à l'école des enfants se fait sur la base du volontariat, mais pas celui des profs. Pas de droit de retrait autorisé, a dit le ministre. Alors comment se passe ce retour au travail pour les enseignants ? J'ai rencontré une maîtresse, une enseignante de maternelle. Elle enseigne à Crépy-en-Valois et elle nous a donné rendez-vous devant l'école Charles Péguy. Sophie Labram, vous êtes enseignante en classe de maternelle. Oui, tout à fait. Vous êtes déléguée départementale du syndicat AFNU-UPP. Oui, tout à fait. Je suis déléguée des personnels sur le secteur de Crépy-en-Valois, tout à fait, Exact. et pour le département également. Pour vous, ce retour à l'école, est-ce qu'il fallait le faire ? Écoutez, en tout état de cause, nous, on est sur un secteur où on est confiné depuis un peu plus de 2 mois maintenant. Donc, il y avait une aspiration légitime des collègues à reprendre, mais nous, on considérait qu'au regard des avis qui ont été rendus à la fois par le comité scientifique, mais aussi par divers avis partagés par la communauté scientifique et médicale, que c'était quand même prématuré. On a un protocole qui s'impose à nous, de 54 pages, qui est relativement strict, qui a bien évidemment été établi par le comité scientifique, mais qui montre quand même toutes ses limites par rapport, on va dire, au contexte de l'école. On est encore dans une zone rouge, à la fois en termes de circulation du virus, mais aussi en termes de capacité disponible dans les services de réanimation. Donc nous, on considère que toutes les conditions n'étaient pas nécessairement réunies pour une reprise dès le 11 mai. Donc il aurait mieux valu attendre quoi ? Début juin, réévaluer la situation en juin ? Alors c'est compliqué de dire d'ores et déjà quelle doit être la perspective de reprise des écoles. On n'est pas scientifique, donc on ne connaît pas quelle va être l'évolution de l'épidémie dans les semaines et les mois qui viennent. Mais en tout état de cause, là, la reprise est quand même relativement précipitée. Elle ne permet pas, on va dire, de vérifier si toutes les conditions sanitaires peuvent être réunies partout dans toutes les écoles du département. Et en tout cas, les équipes ont un temps très court de toute façon pour s'organiser. Alors, dès lors que la décision a été prise pour que vous repreniez l'école, sachant que le droit de retrait n'était pas possible selon le ministre, en tout cas c'est ce qu'il a dit, vous, c'était une évidence de retourner à l'école ou pas pour vous ? Alors, je vous l'ai dit, on est en tant que professionnel, on est tiraillé entre 2 sentiments. C'est vrai que maintenir le lien avec les familles, le lien scolaire avec les familles a été quand même compliqué durant cette période de 2 mois. Mais ce qu'on constate globalement, c'est que il y a évidemment un certain nombre d'interrogations et d'inquiétudes dans la période. On ne sait pas quelle va être l'évolution de l'épidémie. Donc on a à la fois envie de reprendre, mais en même temps, on est aussi extrêmement prudent, puisque nous, on a quand même été une des premières zones à être concernées par la propagation de l'épidémie. Et en tout état de cause, j'ai envie de vous dire que les équipes, là, pour l'instant, il y a un certain nombre de communes dans le département qui ne rouvrent pas. Les équipes, elles regardent ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Et dans certaines écoles, c'est quand même extrêmement compliqué de mettre en œuvre cette reprise. Il y a des écoles qui n'ont pas ouvert parce que c'était trop compliqué ? Alors, en règle générale, on va dire que la collectivité territoriale a en accord avec les écoles, puisque les équipes, elles ont aussi vocation à évaluer la possibilité de mettre en place les contraintes sanitaires déclinées dans le protocole. En général, de concert, la décision a été prise de ne pas rouvrir parce que les conditions à la fois matérielles, sanitaires, mais aussi en termes de nombre de personnel n'étaient pas réunies. Par exemple, de quoi est-ce que vous manquez ?
Ça peut être à la fois des mesures de protection, ça peut être du gel hydroalcoolique. Vous savez qu'on est actuellement sur une période où se procurer ce type de fourniture n'est pas forcément évident pour les collectivités. Il y a la question des masques. Bon, a priori, dans l'éducation nationale, les écoles ont été livrées, mais livrées avec des quantités très variables d'un endroit à l'autre. Par exemple, ici, on a une livraison hebdomadaire de 2 masques par enseignant et par semaine. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de perte possible. Deux masques par enseignant par semaine. Par jour, pardon. Par jour. Ah oui, parce que là, ça me paraissait Donc bizarre. il y a une livraison à la semaine de 2 masques par jour et par enseignant, enseignante. Donc on est sur des quantités de masques qui sont relativement limitées et qui laissent peu de marge de manœuvre. On n'a pas intérêt à avoir du matériel défectueux. Ça peut être l'organisation des locaux qui est quand même complexe. Il y a une complexité pour les collègues à organiser la circulation dans les locaux. Ça peut être l'exiguïté des classes qui limite le nombre d'enfants à accueillir. Il y a plein d'obstacles qui peuvent se mettre, on va dire, en travers de cette reprise décidée à marche forcée. Mais alors, comment il aurait fallu faire ? Moi, je pense que déjà, dans un premier temps, il aurait fallu consulter assez largement. Nous, au niveau du SNUPP-FSU, on avait demandé à ce qu'il y ait une consultation des conseils d'école, de l'ensemble de la communauté, à la fois les collectivités, les parents et les enseignants, et puis surtout suivre les recommandations initiales du comité scientifique. Le comité scientifique a émis 2 avis. Son premier avis était de reprendre seulement en septembre. Et à partir du moment où le ministère a décidé de la reprise le 11 mai, il a développé un certain nombre de préconisations pour la réouverture des écoles. Est-ce que vous entendez les arguments du ministère, qu'ils soient sincères ou pas, je ne suis pas là pour en juger, mais est-ce que vous entendez ces arguments qui consistent à dire le lien social est important, qui plus est dans les familles où l'apprentissage ne peut pas se poursuivre en téléapprentissage? Est-ce que vous comprenez que tout ça, ça compte pour un enfant? Alors, c'est un argument qui est utilisé de manière assez opportune aujourd'hui. On a un ministère qui, quand même, globalement, au fil des années qui viennent de s'écouler, je le sais bien puisque je siège dans les instances techniques où on décide des ouvertures et des fermetures, n'a pas forcément fait la promotion des dispositifs qui permettaient de lutter contre les inégalités. Je pense par exemple à la situation des réseaux d'aide qui sont amenés à prendre en charge les élèves en difficulté et qui ont été réduits à peau de chagrin. Et je le dis à propos parce qu'ici, effectivement, on a très peu de possibilités de prise en charge de ces élèves en difficulté. Il y a eu les suppressions, bien évidemment, de postes de manière générale et une augmentation des effectifs. Donc aujourd'hui, mettre en avant la question des inégalités pour faire rouvrir les écoles de manière prématurée, c'est quand même une motivation un peu opportune. Alors, on ne va pas dire que c'était simple pendant la période qui vient de s'écouler de maintenir le lien avec les familles. Effectivement, on a perdu des familles en cours de route. Mais de toute façon, aujourd'hui, les enfants qui reviennent dans les écoles, le constat que l'on fait au niveau du terrain, c'est que ce ne sont pas ces enfants-là qui reviennent à l'école. Et alors, ces familles que vous avez perdues en cours de route, là, elles sont toujours perdues ? Là, à la reprise de l'école, au retour des vacances, la communication n'est pas plus facile à établir. Ce sont des familles qui sont éloignées de l'école, qui connaissent la fracture numérique, qui sont confrontées à des difficultés matérielles, auxquelles viennent s'ajouter des difficultés à prendre en charge, on va dire, le lien scolaire. Donc évidemment, ces familles-là, elles sont submergées dans la période et elles n'ont pas forcément les réflexes qu'ont d'autres familles. Et ces familles-là, par exemple, elles étaient prioritaires pour que leurs enfants soient accueillis à l'école. Oui. Mais elles ont dit on n'envoie pas nos enfants à l'école. On est sur un retour basé sur la base du volontariat des familles. Donc on ne peut bien évidemment pas contraindre une famille à faire revenir son enfant. Nous, en tant qu'enseignants et enseignantes, le rôle que l'on a, c'est de dire aux parents, avec toutes les précautions d'usage, puisque les parents se posent aussi beaucoup de questions, et fort légitimement, sur le retour à l'école, de leur dire que de notre point de vue, l'enfant aurait besoin de reprendre contact avec l'école. Mais comment le parent peut s'y retrouver si d'un côté vous dites ce retour à l'école était prématuré et de l'autre vous leur dites il faut revenir à l'école, ce serait bien pour votre enfant? C'est compliqué. Effectivement, c'est compliqué parce que on sait très bien que la scolarité, elle ne va pas se jouer sur 4 mois. Elle va se jouer sur une bien plus longue durée. Les enfants qui ont décroché là depuis le 2 mars, c'est pas parce qu'ils vont manquer 1 mois, 2 mois, 3 mois d'école que leur scolarité est perdue à jamais, j'ai envie de vous dire. Tout dépend des conditions dans lesquelles on va reprendre à la rentrée. Ce qui est important, c'est comment on va opérer le retour de ces élèves-là. Mais les équipes sont en tension, effectivement. Elles ont en charge d'identifier ces familles et de leur proposer prioritairement le retour à l'école.
Mais en même temps, elles savent que les conditions matérielles sanitaires ne sont pas optimum et elles sont aussi inquiètes. Et si vous aviez des enfants en bas âge, et peut-être que vous en avez, voilà, vous avez une enfant en bas âge. Qui est scolarisée en maternelle. Voilà. Est-ce qu'elle fait partie des publics prioritaires pour retourner à l'école? Ah bah non. Enfin, oui. Je veux dire, en tant qu'enseignante, je pourrais la remettre à l'école. Mais vous choisissez de la remettre ou de ne pas la remettre à l'école? Non, je ne l'ai pas remise. Je ne l'ai pas remise parce qu'elle est en école maternelle et que le protocole sanitaire tel qu'il existe aujourd'hui, de mon point de vue, peut entraîner une forme de maltraitance des enfants à l'école maternelle. On les met dans des contraintes, surtout sur les enfants les plus jeunes, les enfants de première année de scolarité ou de deuxième année de scolarité. On va les mettre dans un cadre tellement contraignant que ça risque d'être encore plus difficile à vivre, de revenir à l'école que de rester à la maison. Maltraitance, c'est très très fort comme mot. Quand j'entends maltraitance, j'entends enfants battus, j'entends enfants pas nourris à leur faim, j'entends enfants isolés du monde. Vous voyez, c'est très fort maltraitant. Alors la maltraitance ne recouvre pas que des maltraitances physiques ou et des défauts de soins. J'entends bien. Mais il y a la dimension psychologique. Bien sûr. Chez de très jeunes enfants, les amener dans un cadre aussi contraignant, où on les oblige à garder une distanciation physique, où on revoit totalement la manière de fonctionner des écoles. Je veux dire, aujourd'hui, les écoles maternelles, comme elles vont fonctionner, ne seront pas les écoles maternelles d'hier. Une école maternelle, elle se veut rassurante, elle se veut accueillante, elle se veut une école du partage, une école de la socialisation, une école du contact avec les autres. Et l'apprentissage se fait aussi au contact avec les autres. Là, on n'est plus du tout dans ce cadre-là. Donc, de mon point de vue, ça peut, d'une certaine manière, être une forme de maltraitance, surtout pour des enfants qui ont connu une période de confinement de 2 mois, qui ont été isolés socialement pendant 2 mois. Aujourd'hui, le retour à l'école, on leur demande de rester dans un périmètre contraint, de ne pas s'approcher des autres, d'apprendre tout seul à une table. Et c'est pas du tout, on va dire, l'habitude de travail que nous avons à l'école maternelle. Maintenant que les parents ont passé 2 mois et demi à jouer au maître et à la maîtresse et ont pu éprouver ce que c'était que d'enseigner, est-ce que leur regard peut changer et est-ce que la relation parent-prof, dont on dit qu'elle est abîmée depuis quelques années, peut s'améliorer? Écoutez, ça peut au moins avoir cette vertu, cette terrible période que nous vivons. Je pense que le lien de confiance que l'on a avec les familles s'est renforcé. C'est-à-dire que les parents ont pris conscience que les enseignants et les enseignantes étaient des personnes engagées au service de leur enfant, au service du service public d'éducation. Ils ont déployé, avec les moyens qui étaient à leur portée, qui étaient quand même relativement limités au démarrage du confinement, un trésor d'inventivité pour garder ce lien avec les familles. Et les familles nous en remercient. Elles se tournent aujourd'hui vers nous pour nous poser des questions sur la reprise. Il y a un lien de confiance qui s'est établi. D'ailleurs, le SNUPP a conduit une enquête avec l'Institut Harris qui montre que, on va dire, majoritairement, entre 60 à 70% des familles ont une opinion positive des enseignants à l'issue de cette période. On voit que la relation entre les familles et les profs peut s'améliorer. Est-ce qu'elle va s'améliorer avec votre ministre? Je ne sais pas, je vais vous poser la question. Votre ministre Jean-Michel Blanquer était sur Europe 1 lundi, donc premier jour de déconfinement et pré-rentrée scolaire. Voilà ce qu'il a dit. Pouvez-vous affirmer de manière générale que le retour en classe est sans risque sur tout le territoire ? De façon générale, nous sommes dans une société où circule ce virus. Voilà, c'est un fait. Nous le savons tous. Ce qu'a dit la Société de pédiatrie française et de nombreux pédiatres justement et scientifiques, c'est qu'il y a plus de risques à rester chez soi que à aller à l'école. La société zéro risque n'existe pas. Donc Jean-Michel Blanquer estime qu'il y a plus de risques à rester chez soi qu'à aller à l'école, et il s'appuie sur ce que disent les pédiatres pour ça, parce qu'ils parlent non pas du simple virus mais du lien social. On vient d'en parler. Vous partagez son point de vue? Écoutez, moi, la première des réactions que j'ai eues, c'est pourquoi le virus s'arrêterait à la porte des écoles. Aujourd'hui, on a été dans une période de 2 mois de confinement. On nous a demandé effectivement de restreindre nos sorties. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi l'école serait un lieu plus sécurisant que la maison. Le virus ne s'arrête pas à la porte des écoles. J'imagine qu'il ne parlait pas du plan sanitaire, mais plutôt du plan social. Non? C'est-à-dire qu'il voulait dire qu'en gros, c'était plus dommageable à long terme et sur le plan psychologique de rester chez soi aussi longtemps. Oui, vous voulez dire par rapport aux impacts. Oui, voilà. Écoutez, moi, j'ai envie de dire que globalement, en dehors de M. Blanquer, ce gouvernement-là n'a pas forcément mis en place des mesures protectrices
pour les personnes les plus fragilisées dans la société. Pour un certain nombre d'entre elles, elles ont été les premiers de cordée, donc elles ont été au feu dès le départ. Les personnes les plus précarisées sont les familles des élèves les plus éloignés quand même de la culture scolaire et de l'école. Il n'y a pas eu, on va dire, de plan d'urgence qui a été mis, un plan d'urgence sociale qui a été mis en faveur de ces publics-là. Et aujourd'hui, on nous demande, nous, à l'école, de résoudre une problématique qu'un gouvernement lui-même ne résout pas de manière globale. Peut-être que des familles ont été confrontées à des situations difficiles, et ça, oui, on en a largement conscience. Un message à votre ministre ? Écoutez, le message à mon ministre, ce serait bien qu'il écoute le terrain. Ce serait important parce que, je veux dire, nous faire des remerciements publics à travers, on va dire, le site du ministère de l'Éducation nationale ou à travers les médias, c'est bien. Mais aujourd'hui, les personnels de terrain ont besoin qu'on leur fasse confiance et qu'on les écoute, aussi bien indirectement qu'à travers leurs représentants des personnels. Et aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On a vraiment une difficulté de communication avec notre autorité hiérarchique. On n'est pas entendu sur l'ensemble des difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain. Merci Sophie Abraham d'avoir répondu aux questions d'Alerte Libre. Voici ce qu'on voit de plus en plus souvent aux fenêtres en Colombie depuis fin mars, depuis que le confinement total est en vigueur. Des chiffons rouges, parfois des t-shirts, de simples chaussettes, des tissus rouges pour appeler à l'aide. Pascal Mariani, bonjour. Bonjour. Pascal, tu es la correspondante de Mediapart en Colombie et tu signes ce reportage sur ce petit bout de tissu, des chiffons rouges. Depuis quand ces chiffons rouges sont aux fenêtres de certains Colombiens? Qui en a eu l'idée? Eh bien, les chiffons rouges ont commencé à apparaître fin mars, au début du confinement en Colombie, qui a commencé donc le 25 mars et qui est prévu pour durer jusqu'au 25 mai. Au début de ce confinement national obligatoire, des chiffons rouges sont apparus aux fenêtres de Soacha, qui est une grosse ville d'1 million d'habitants dans la banlieue sud de Bogota. Et ce serait le maire de la ville, c'est le maire de la ville, donc Juan Carlos Saldarriaga, qui en revendique la paternité. Il a dit à ses concitoyens, accrochez si vous avez faim, si vous êtes dans une situation de détresse, parce que vous n'avez pas d'argent pour acheter à manger, parce que vous ne pouvez plus sortir travailler, eh bien accrochez ces chiffons rouges et ce sera un signe que vous êtes appelé à la solidarité, aussi bien des institutions que de vos voisins, par exemple. Alors, selon le maire raconte qu'il aurait eu cette idée pendant un rêve. Il avait donc au début du confinement des nuits agitées, puisque c'est le maire d'une municipalité où plus de la moitié des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, il imaginait bien que tous ces gens allaient être en difficulté au moment du confinement. Et donc, il a lancé cette idée qui s'est très vite répandue. Elle a été diffusée dans les journaux télévisés. Et donc, dans tout le pays, maintenant, dans toutes les villes colombiennes, on voit des chiffons rouges accrochés aux façades. Alors, les conséquences de ce confinement total en Colombie, on le voit, elles sont terribles. Les gens accrochent donc des chiffons rouges pour demander à l'aide. Est-ce que ces dégâts peuvent déjà se mesurer, se quantifier? Combien de familles touchées à Bogota ou dans la commune de Soacha dont tu parlais? Oui, et bien pour mesurer les conséquences de ce confinement en Colombie, c'est très difficile. Les indicateurs, disons, classiques sont complètement dépassés, mais ils donnent quand même une idée de la proportion de la population qui est touchée, puisqu'en Colombie, en fait, on peut se baser non seulement sur ceux qui sont sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire à peu près un quart de la population totale, mais plutôt, on va plutôt se baser sur ceux qui vivent du travail informel, c'est-à-dire ceux qui vivent ceux qui travaillent dans la rue, sans contrat, au jour le jour, qui n'ont aucune épargne. Eh ben, ce serait la moitié des Colombiens qui sont dans cette situation, c'est-à-dire à Bogota, par exemple, pour donner une idée, une ville de 8 millions d'habitants, il y aurait 4 millions d'habitants qui vivent du travail informel et sont dans une situation difficile. Alors, on n'a pas 4 millions de chiffons rouges à Bogota et la mairie elle-même estime que la population a été est de l'ordre de 500 000 habitants, mais ils sont en train de revoir ces critères, justement, puisque ce serait bien plus de 500 000 habitants. Oui, c'est assez large. Alors, raconte-nous le système de solidarité qui s'est mis en place pour faire face aux effets de ce confinement total et pour répondre à ces chiffons rouges. Alors, c'est un des bons côtés de ce confinement, puisque la solidarité vraiment peut s'observer ici un peu partout, aussi bien au niveau des quartiers, c'est très souvent d'ailleurs au niveau des quartiers, des associations de quartiers qui distribuent des mercados, c'est-à-dire des paniers de denrées alimentaires de base. Ce sont aussi des restaurants, par exemple, comme je raconte dans le papier, qui vont donner des repas gratuits, et ceci sans aucune publicité. C'est par exemple, j'ai une amie journaliste qui repère des Vénézuéliens
rien dans la rue, qui n'ont pas de quoi payer leur loyer au jour le jour. Et donc, elle collecte de l'argent auprès de ses amis pour qu'ils puissent payer leur loyer et ne se fassent pas expulser. Donc, c'est une solidarité vraiment qui a plusieurs visages, qui prend plusieurs aspects et qui est très, très courante ici en Colombie. Il y a par exemple aussi, j'ai vu sur Facebook il y a quelques jours, dans un groupe de voisins dans le quartier où j'habite, des gens qui avaient repéré des chiffons rouges. C'était 2 personnes âgées qui avaient accroché un chiffon rouge, pourtant c'est un quartier de classe moyenne, à leur fenêtre. Et les personnes âgées en question ont fini par faire passer le message, dire dites à tout le monde que c'est bon, qu'on nous a assez aidés, qu'ils ne se fassent pas de soucis, ça ira. Bon, c'est au moins le bon côté des choses. Alors, tu le disais, potentiellement, la moitié de la population à Bogota donc vit de l'économie informelle et donc est potentiellement touchée par l'absence de revenus, par une précarité évidente. Du coup, ce que ces chiffons rouges mettent en exergue, ça ne les révèle pas, mais ça insiste sur le fait que la pauvreté, la précarité a une ampleur qui dépasse celle des classes populaires et qui peut toucher aussi les classes moyennes. Et oui, c'est la grande leçon des chiffons rouges. Aussi bien les fonctionnaires municipaux que les citoyens lambda ont découvert qu'en fait, la pauvreté en Colombie dépassait bien plus celle des classes considérées comme pauvres et touchait largement la classe moyenne. Pourquoi ? En raison de cette précarité du marché du travail, des contrats de travail aussi précaires qui font que si les gens s'arrêtent de travailler du jour au lendemain, ils n'ont absolument plus d'argent pour payer, ne serait-ce que pour payer leur loyer, bien sûr, mais aussi pour payer simplement à manger. Donc, il y a de nombreuses personnes dans les classes moyennes qui sont touchées. Il y a aussi un phénomène de honte qui fait qu'elles n'accrochent pas forcément un drapeau rouge puisque c'est réservé aux pauvres et les gens ont honte de montrer qu'ils appartiennent à la classe moyenne et qui n'ont pas d'argent, qui sont dans une détresse financière au moment de cette pandémie. Mais malgré cela, on en voit quand même pas mal dans les quartiers dits de classe moyenne, ce qui démontre bien que le phénomène de la précarité en Touche une très très grande partie de la population. Et alors, le gouvernement a lancé un programme de revenus solidaires. Ça consiste en quoi ? C'est suffisant et est-ce que ça fonctionne ? Alors déjà, la somme est dérisoire. C'est à peu près, environ une trentaine d'euros, je pense. 38 euros exactement, par mois. C'est même 38 euros en une fois. Donc ça couvre les 2 mois de pandémie. Et le salaire minimum en Colombie, il n'est pas très élevé, mais c'est tout de même à peu près 4 fois plus, je pense. Oui, ça veut dire. Donc, oui, c'est 230 euros le salaire minimum en Colombie. Donc, c'est bien en dessous du salaire minimum, donc ça ne couvre pas du tout l'ensemble des besoins. Et surtout, de nombreuses personnes se plaignent de ne pas recevoir l'aide. Il y a eu d'ailleurs au début du confinement un gros scandale de corruption. La Colombie est un des pays de la planète et une bonne partie de ces aides ont été détournées et ne sont pas allées aux populations qui en avaient réellement besoin. Et alors, dernière question, Pascal, avant de se quitter, le chiffon rouge, est-ce que plus généralement, il pourrait devenir un symbole de contestation politique ? Eh bien, c'est ce que pensent de plus en plus de personnes, puisqu'on a déjà vu dans les rues à Bogota, il y a des blocages de rue, des gens qui se plaignent de ne pas recevoir d'aide, qui ont pris le chiffon rouge qui était sur leur façade pour aller le brandir dans la rue, donc c'est déjà devenu un symbole. Et il faut savoir que la Colombie se trouvait à un moment particulier, puisque fin 2009, il y a eu tout un mouvement de contestation qui s'est ensuite essoufflé, mais il est prévisible que ce mouvement pourrait reprendre dans les prochains mois, et il est fort possible qu'on voit s'agiter de plus en plus de chiffons rouges, qui sont donc le symbole de cette pauvreté, de cette précarité contre laquelle protestent de plus en plus de Colombiens. Merci Pascal. Pascal Mariani, tu es la correspondante de Mediapart en Colombie. À bientôt. À bientôt. La Minute Détente nous est offerte par Piège de Freestyle. Piège de Freestyle, vous l'avez, l'émission qui fait rapper sur l'actualité depuis 2013. Et ils sont une bonne vingtaine là à rapper dans À l'air libre sur le Covid-19. Le défi est commun et le risque est gros. On déconfine les zones, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées fausses. Si le malheur des uns fait le profit des autres, le comble serait de faire des masques avec des gilets jaunes. Avec le corona, les carénettes, tu respectes les maîtres, mais pas ceux qui t'enseignaient comment nager dans le monde des lettres. En banlieue ça pète parce que ça va jamais jusqu'au parquet. Pour menacer l'État, tout le monde appelle en masqué. La main dans le sac, pas assez de lit, pas assez de masque. Confiné au max comme si c'était l'Alaska. Mais relax, ouais, Macron c'est le best. Gérer la crise, c'est pas son voir, et black arrive à notre drame. Triste bilan, des gens qui crèvent, des gilets jaunes, des Notre-Dame, des masques en plus pour le personnel médical mal équipé. Emmanuel comme dans un film, sauf que c'est moi qui se fais niquer. Moi j'aimerais pas être à sa place, non. Mais lui il kiffe, il va rentrer dans l'histoire comme De Gaulle contre les Allemands.
Mais bon, là c'est une guerre contre un virus. Encore une astuce de Cortex et Minus. Je suis en boubou à la messe, gratte mes 16 en chuchotant. Ambiance messe funéraire pour société moderne. On s'adapte, se débat, se multiplie comme des blagues. La situation les dépasse, rien n'arrête un speak qui se déplace. C'est guitare. Wesh macro économe, soit digne, soit un homme. Corona, corrida, chuteur au vif à la Viktorovic. Entre nous, tu t'es pas mis dans de minutes radio. Virus de traverser la rue pour trouver un Vitra. Président, t'es une girouette. On est perdu donc on décide où être. Dedans, tous les résidents font des pirouettes. Dehors, on marche que sur 1 kilomètre. On est des il ou elle masqués, des silhouettes. Le président dit que c'est ta faute. Tu ne sais pas te confiner, tu ne fais que te faufiler. Mais c'est celui qui a bradé le matos qui est, donc ce sera sans filet, Armen et Baudrier. Verbiage hyper lâche, il aime faire l'habillage pour l'image. Le pays a pas l'outillage pour visage, le cacher dans les mirages, faut que tu le saches. Je vois trop d'étonnement, genre l'état nous ment des mensonges d'état. Boy, j'en compte une tonne au moins, bref, rien de neuf sous le soleil. Si ce n'est que la France reste qu'elle aimait pas d'excès de zèle. J'ai la teinte qu'ils aiment T'as mis souiller. du gaz dans les lacrymos, du sang sur ceux qui criaient du Taz et des G.I. Joe sur les blouses et sur les gilets. De l'eau dans ton vin quand t'as eu besoin d'eux. Pour ce qui est de t'en laver les mains, Macron, tu joues le jeu. Cache pas la peste dans nos deux maisons, mort saison. Les hommes s'entassent, pas de masque dans nos cargaisons. Crémaillère, non, crématoire et la pendaison. Répétition de l'histoire quand les bidons veulent le guidon. Le virus est partout, te jure un vrai truc de ouf. Je suis passé de Dr Dre au Dr Raoult Manu. Règle ça, histoire de chercher ma paye. Fini de jouer sérieux, j'en ai marre de perdre à la play. Je ne sais pas, vous mais moi, le corona ne me dérange pas. Je ne sais pas, vous mais moi, le corona ne me dérange pas tant que ça. Un discours équivoque ou un cataplasme sur une jambe de bois. Face aux mesures, le peuple n'a qu'un choix, c'est de porter sa croix. On lève le voile sur l'imposture et la mascarade. Comment faire passer la pilule avec des masques en rade. Ça pue la défaite, mes doigts sentent la schneck, yeah. J'suis Rocky, la nuit je tape dans le steak. J'sors mon bâton doré. Manu, tu nous dis qu'il faut pas qu'on porte de masque et maintenant si. Tu nous dis qu'il faut pas qu'on sorte juste parce qu'on a franchi le cap pendant que les flics nous bloquent la chloroquine. Tu sortes nos vies, tous les profs et des bises, le choc me blau. Folie, gestion de crise digne d'une série comique et retour des théories conspiques, je vomis, homie. Soi-disant personne n'avait prédit le Covid, ils savent depuis janvier mais pensent plus à la monipovie. Merci pour ce morceau de rap. Bonjour à toutes et à tous. À l'air libre continue. Place à la deuxième partie de notre émission. Elle est consacrée aujourd'hui à une problématique séculaire qui est accentuée par la crise que nous vivons et le confinement qu'elle a imposé, les inégalités entre les femmes et les hommes, qu'on appelle aussi les inégalités de genre. On va causer tout particulièrement charge mentale, domestique, parentale, émotionnelle, qui explose en ces temps bouleversés et qui pèse encore et toujours plus sur les femmes. Et oui, ce n'est pas un scoop, la crise sanitaire qui bouleverse nos vies ne diminue pas les inégalités à la maison et au travail, bien au contraire, elle les aggrave. Avec moi, deux invités que je vais vous présenter. Bonjour Camille Froidevaux-Métry. Bonjour. Vous êtes philosophe féministe, professeure à l'université de Reims-Champagne-Ardenne et autrice de plusieurs essais importants qui questionnent les mutations de la condition féminine. Je pense notamment à ce livre tout récent, Saint en quête d'une libération, ou encore La révolution du féminin qui vient d'être réédité en poche. Colline Charpentier, bonjour. Bonjour Rachida. Vous enseignez l'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis. Vous êtes spécialiste des mouvements féministes et vous avez publié en janvier dernier un guide d'autodéfense contre la charge mentale. La charge mentale, qu'est-ce que c'est ? C'est cette injonction informelle, impossible à quantifier, mais incontournable, qui oblige les femmes à penser à tout le temps, pour assurer le bon fonctionnement de la cellule familiale. C'est le fait de non seulement effectuer les tâches ménagères, mais de devoir en plus y penser. Et vous contribuez à vulgariser ce concept sociologique avec votre compte Instagram, Ta pensée à, qui recueille des milliers de témoignages de femmes épuisées par cet état de sursollicitation. Pendant le confinement, vous avez d'ailleurs reçu des dizaines et des dizaines de témoignages en ce sens. Je propose d'en lire 2 pour plonger immédiatement dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Premier témoignage, pour moi, la charge mentale, c'est quand je continue de travailler, mais que je dois prévoir la journée de tout le monde. Quand je ne le fais pas, le soir, je retrouve enfant et mari dans un état d'énervement profond. Pour ma tranquillité, je préfère prévoir que de me retrouver dans cette situation tous les soirs. Second témoignage, pour moi, la charge mentale, c'est quand le confinement ne change rien. Je gère nos 2 enfants, les repas, les lessives, les devoirs.
C'est juste que je ne me déplace plus. On est pourtant tous les deux en télétravail. Colline, la lecture des témoignages de votre compte Instagram montre combien la charge mentale des femmes a explosé durant le confinement. Est-ce que vous avez été surprise ? En effet, j'ai été un peu surprise parce qu'avant le confinement, lorsque je parlais aux abonnés, on me disait on a réglé ça à deux. C'est-à-dire, on a prévu comment les enfants allaient être gardés, ça va rouler. En fait, il y avait vraiment un optimisme le soir où les annonces d'Emmanuel Macron ont été faites sur notamment la fermeture des écoles. Et puis rapidement, dès la première semaine, j'ai commencé à recevoir environ une vingtaine de messages par jour. C'est monté à 50 par jour la deuxième semaine parce qu'il y a eu en fait une explosion, c'est-à-dire entre la bonne volonté de chacun de se dire bah oui, c'est normal, on doit faire attention, etc. et la pratique, la réalité, c'est-à-dire vivre avec des enfants H24, se retrouver à devoir assumer tous les repas, devoir faire en sorte que la maison reste propre, eh bien en fait, il y avait une sacrée marche. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte qu'en fait, c'était vraiment du travail. Et notamment, ce qui revenait, c'était la question des enfants, de l'école à la maison, de la pression qu'il pouvait y avoir autour de ça. Et là, je me suis dit, alors qu'on avait une espèce d'appel d'air, un début de quelque chose avant le confinement, en fait, j'ai tout de suite dit non, ça va pas du tout le faire, notamment parce que le travail s'est invité à l'intérieur de la maison. Et ça, je pense que ça a vraiment changé la configuration, ça a vraiment changé les bonnes initiatives de chacun. C'est-à-dire que ce travail, avec ses contraintes, avec ses horaires, s'est invité dans la vie de famille. Et en fait, la vie de famille, souvent, elle n'est pas compatible avec les horaires de travail, avec les réunions, avec l'école à la maison. Et je pense que c'est ça aussi qui n'a pas permis, en fait, d'avoir une transformation et de changer les choses en profondeur ou d'avoir une discussion. C'est que, en fait, les gens ont continué de travailler. Alors, diriez-vous que finalement, que ce télétravail, qui de fait s'est démocratisé à très grande vitesse à cause de la pandémie, est un frein à l'égalité entre les hommes et les femmes, finalement ? En fait, ça peut être une bonne chose parce que ça permet aussi d'avoir du temps pour soi, d'essayer d'aménager son temps, d'aménager son poste de travail. Mais sur les inégalités hommes-femmes, il y a encore beaucoup de choses à réfléchir en fait sur la question du télétravail. Une des questions que j'avais posées aux abonnés, c'était est-ce que votre entreprise, si vous êtes en télétravail, a pris en compte que vous aviez des enfants et l'âge des enfants? C'est bête, mais quand on a un enfant de moins de 6 ans, c'est pas la même chose que quand on a un enfant de plus de 12 ans. Tout simplement. Il y a quand même des choses, en fait, qui permettent de s'adapter. Et en fait, beaucoup d'entreprises ne prennent pas en compte ça. En fait, elles ont continué à demander à produire, à avoir exactement le même type de production, le même type de réunion, sans se soucier de qu'est-ce qui pouvait se passer à la maison. Donc, le télétravail, c'est bien quand ça peut vraiment s'adapter à la question et à la vie de la famille. Le télétravail, c'est bien quand c'est pas seulement le télétravail dans un couple hétérosexuel de la mère, enfin de la femme, qui s'adapte en fait. C'est-à-dire que si le télétravail de monsieur ne s'adapte pas, ça sert strictement à rien. On continue en fait à produire ces inégalités. Par exemple, même dans les couples sans enfants, moi j'avais reçu un témoignage au tout début du confinement, un jeune couple, tous les deux en télétravail, un jeune homme qui en fait demandait à ce que les repas soient prêts à 12h30 parce que sa réunion se terminait à 12h15 et en fait il avait une autre réunion à 13h. Et il voyait pas où était le problème, mais en fait il s'attendait à faire comme à la cantine, comme d'habitude. C'est-à-dire que c'est pas seulement une question d'enfants, etc., c'est une question vraiment de temps de travail et de que fait le travail dans nos maisons. Ouais. Alors, j'ai été frappée par la diversité des témoignages, des profils de femmes qui vous ont écrit. Il y a, je pense notamment à cette femme, toutes les classes sociales sont représentées. Je pense à cette femme qui vous explique que pour elle, la charge mentale, c'est de réussir à nourrir durant le confinement sa famille, sachant qu'il n'y a plus la récup, il n'y a plus le marché du dimanche matin qui lui permettait d'avoir les invendus, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette diversité des profils de femmes qui vous ont écrit ?
En fait, la diversité des profils sur Ta pensée A, ça montre surtout que la charge mentale, ça concerne absolument toutes les classes sociales. C'est-à-dire que cette question d'inégalité sociale, c'est pas parce que on a eu un diplôme, un bac+5 ou un doctorat qu'on s'en sort mieux sur la question de l'inégalité dans son couple. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais ouvert Ta pensée A, c'est que je me rendais compte qu'il y avait que toutes les femmes, en fait, on était concernées et que je les entendais, moi, ces femmes se plaindre de tout porter. En fait, là, sur la question des classes sociales et notamment des foyers les plus pauvres, il y a vraiment une super inquiétude parce que il y a eu la question du chômage partiel qui touche vraiment beaucoup de foyers. Donc, beaucoup ont perdu en fait de l'argent. Ils étaient déjà justes. Et le fait que des enseignes de hard discount telles Tati ou Action qui permettaient en fait d'avoir des bonus en termes de, par exemple, des jeux pour les enfants ou en termes de bonbons, gâteaux, enfin, ce qui faisait un petit peu en fait le quotidien et le bonheur parfois des enfants, ont disparu, ont fermé. Donc, et les marchés ont fermé. Moi, j'habite Saint-Denis. Le marché qui a lieu 3 fois par semaine a fermé. C'est une catastrophe, en fait. C'est-à-dire que ça permettait de nourrir une grosse partie de la population de Saint-Denis. Donc, ça, je pense que cette question financière, déjà, les gens, ils ont honte de le dire parce que c'est très difficile d'annoncer, voilà, on a du mal à faire en sorte de nourrir nos enfants correctement. Moi, j'avais une maman qui m'avait dit qu'elle sautait des repas pour permettre à ses enfants de manger correctement. Et ça pose des questions aussi sur notre système, en fait. C'est-à-dire que comment on fait pour faire en sorte que tout le monde mange correctement et pas seulement les enfants. Parce que quand j'entends il faut réouvrir les écoles pour que les enfants puissent manger, enfin, en fait, ce sont les familles. C'est les familles entières qui doivent retrouver à manger. Moi, je suis plutôt inquiète sur cette question-là. J'ai l'impression que les inégalités, elles ont vraiment été fortes pour les classes sociales qui avaient déjà des difficultés pour s'en sortir, pour les foyers les plus modestes. Et j'ai eu vraiment énormément de messages d'un seul coup sur cette question-là, en fait. C'est-à-dire que d'habitude, on parle peu des inégalités autour de l'argent. Et là, c'est vraiment arrivé avec cette question de comment je nourris mes enfants, quoi. Enfin, et ce qui est bien aussi. Alors, inégalité donc autour de l'argent qui se superpose à ces inégalités qui sont le sujet de notre émission, qui sont les inégalités de genre. Camille Froide-Vaumétry, vous faites partie de celles qui avaient pourtant cru à une révolution entre les sexes durant le confinement. Qu'est-ce qui vous avait rendu si optimiste ? Oui, j'avais publié une tribune dans Libération qui s'intitulait Féminisme et confinement du pire vers le meilleur. Et pour moi, le meilleur, c'était ce que je considérais au début du confinement comme une sorte d'opportunité, une grande expérimentation à l'échelle de la société tout entière. Je m'étais dit, tous ces hommes qui vont se retrouver contraints de rester chez eux vont à minima prendre conscience du poids des charges domestiques et vont peut-être aussi se remettre un peu en cause et réfléchir leur participation quotidienne à ces tâches. Bon, écoutez, je l'avoue, je suis complètement douchée. Enfin, mes espoirs se sont anéantis et ce qui m'a frappée, c'est cette enquête publiée dans le New York Times la semaine dernière, dont les chiffres sont vraiment réfrigérants, puisque pour ce qui concerne tous les couples, dans la répartition des tâches ménagères, les femmes sont 70% à déclarer les assumer seuls. Alors, je précise que c'est du déclaratif, et ça a du sens parce que, voilà, s'il y a encore 30% d'hommes qui déclarent les assurer seuls, on sait aussi que la surestimation de leur propre contribution aux tâches ménagères est fréquente, là aussi, des études l'ont montré. Mais alors, si on affine un peu et qu'on prend les couples dans lesquels les deux parents travaillaient, par exemple, télétravaillaient en l'occurrence, ça baisse que très peu puisque c'est encore 67% des femmes. Et alors, le pire, c'est dans les familles où les enfants sont jeunes, Colline évoquait tout à l'heure, ça change quand même beaucoup de choses. Et dans les familles où il y a des enfants de moins de 12 ans, les femmes assument 82% des tâches domestiques et ménagères. Et donc, j'ai bien dû prendre la mesure de ce constat, c'est-à-dire c'est pas parce que les hommes étaient en contact immédiat et quotidien avec toutes ces tâches qu'ils ont réussi en quelque sorte à faire leur part. Et ce qui m'a frappée, c'est que non seulement pour les tâches domestiques, la situation demeurait la même, mais il y a quelque chose de quasi pire, c'est-à-dire que pour les femmes,
Les charges se sont vraiment accumulées, donc charges domestiques, c'est-à-dire voilà, préparer les repas, tout ça, démultipliées par la situation du confinement. Charge parentale renforcée, augmentée de la charge éducative, charge mentale bien sûr, et puis la charge émotionnelle aussi, c'est-à-dire le fait que ce sont les femmes dont on attend qu'elles assurent le bien-être émotionnel de leur entourage, et donc pour celles qui télétravaillaient en même temps, ça a donné un cumul des responsabilités et du travail à faire chaque jour, absolument ahurissant. Et moi, je suis un peu inquiète pour le moment où on va progressivement sortir de cette situation. Je pense que pour le moment, les femmes tiennent, elles assurent, et puis que quand tout cela va progressivement se relâcher, eh bien, on va avoir des phénomènes d'épuisement psychique, voire de burn-out, enfin voilà, ce qu'on demande aujourd'hui aux femmes de faire dans ces situations de crise particulière, c'est c'est dans des proportions qu'on n'avait jamais éprouvées jusqu'à présent et qui auront évidemment des conséquences. Pourquoi le confinement n'a pas permis une redistribution de la charge mentale et de toutes les autres charges évoquées, émotionnelles, parentales, et de cette répartition des tâches ménagères? Écoutez, je ne cesse de réfléchir à cette question, à essayer de trouver des réponses. C'est pas évident. Traditionnellement, il y a 2 lignes explicatives pour expliquer pourquoi c'est si compliqué de partager de façon plus équitable les tâches à la maison. Alors, il y a l'argument de l'intériorisation des rôles de genre, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les filles et les garçons sont éduqués et socialisés pour assumer un certain nombre de fonctions et de rôles dans leur vie future. Et ces fonctions et ces rôles enferment les femmes dans les tâches domestiques et parentales. Alors ça, c'est des mécanismes qu'on connaît bien, qui sont particulièrement difficiles à démonter, puisqu'il s'agit d'œuvrer pour modifier en profondeur les représentations. Et puis, il y a un deuxième facteur explicatif qui est un peu plus subtil, voire pervers, c'est-à-dire que les femmes et les hommes, d'une certaine façon, subissent aussi une forme de pression extérieure à la conformité genrée. C'est-à-dire que il y a des attentes communes, des attentes sociales qui regardent ce que les femmes et les hommes doivent faire, et notamment à la maison. Et il y a une enquête intéressante qui est parue le mois dernier aux États-Unis qui montrait des photos d'appartements en désordre à des personnes à qui on disait que ces tels appartements, enfin la même photo en l'occurrence, c'était soit un homme, soit une femme. Et alors c'est très, très frappant d'observer que la tolérance au désordre et à la saleté est bien plus grande quand on suppose que l'appartement est celui d'un homme, hein, en gros c'est bien un appart de mec, que lorsque l'on dit que l'appartement est celui d'une femme. C'est-à-dire que socialement, on considère que les femmes sont d'abord doivent être dévouées à leur vie de famille et doivent aussi assumer toutes ces tâches du quotidien pour que leur maison soit propre et rangée. Alors, il y a ces deux facteurs à la fois, disons, individuels, de l'intériorisation des normes et puis facteur plus social de la pression extérieure qui s'exerce, qui explique sans doute pourquoi c'est si compliqué à déconstruire. Et si on réfléchit à partir de là, à qu'est-ce qui pourrait permettre une évolution des représentations et que tout cela change un peu dans le sens d'une répartition plus équitable, on s'aperçoit que les mesures à prendre sont des mesures qui engagent la société tout entière et qu'il faut pour cela une volonté politique très forte. Alors, on y reviendra, mais avant, je voudrais qu'on s'arrête sur quelques chiffres parce que le partage des tâches ménagères, c'est l'une des démonstrations les plus criantes des inégalités femmes-hommes aujourd'hui dans notre société. C'est une inégalité qui a très peu diminué au cours des 30 dernières années. Alors, quelques chiffres. En moyenne, selon le dernier rapport de l'INSEE, les femmes passent 1h34 chaque jour à s'occuper des enfants, contre 43 minutes pour les hommes. Elles consacrent également chaque jour 3h13 aux tâches ménagères, contre 1h12 pour les hommes. Et encore, cet indicateur ne prend pas en compte le poids de la fameuse charge mentale, qui est inquantifiable. La situation est particulièrement délicate pour les mères célibataires, auxquelles nous avons consacré une émission la semaine dernière et qui représentent l'écrasante majorité des parents isolés. Tout cela n'est pas sans conséquence. D'après l'Institut européen pour l'égalité des genres, une grande partie des inégalités de genre sur le marché du travail sont le résultat de cette répartition inégale des tâches domestiques. Ainsi, une femme sur 10 dans l'Union européenne travaille à temps partiel ou est inactive du fait de responsabilités familiales contre un homme sur 100. Colline, Camille, si cette inégalité du partage des tâches ménagères ne recule pas au bout de plusieurs décennies, c'est justement parce que c'est insuffisant sur le plan politique, les mesures qui sont prises? Moi, je pense que c'est clairement insuffisant. En fait, je pense qu'il faut aussi se rendre compte que dans cette société avec des normes extrêmement distribuées entre masculin et féminin,
la question des chaussettes sales qui traînent par terre, c'est pas une volonté politique. Concrètement. C'est-à-dire qu'on va avoir des discours sur l'égalité homme-femme, sur l'épuisement, sur tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que là, on a par exemple la secrétaire d'État Marlène Schiappa qui a commencé à en parler avec 15 mesures phares. Donc on va bien voir, mais en fait, c'est surtout qu'il va falloir aller taper dans les questions de l'éducation, notamment à l'éducation nationale, avec une vraie politique en fait sur la question des tâches domestiques, du travail domestique gratuit, notamment sur la représentation, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui doit être mis de côté, qui doit être mis en dessous de la valeur travail. D'ailleurs, je vais faire une précision sur cette question que vous abordez sur le travail domestique. S'il était payé et non plus gratuit, il représenterait une production de richesse évaluée à 635 milliards d'euros, soit 33% du PIB, du produit intérieur brut de la France. Et en ce moment, ce serait bien encore plus puisque les écoles sont fermées, les crèches sont fermées. Mais ça, c'est clair. Enfin, il y a vraiment quelque chose à travailler en fait au niveau en fait de l'éducation nationale. Enfin, moi, j'essaye de porter ça à mon échelle, ce qui est quand même assez petit. Mais il y a des choses à faire. Ensuite, je pense aussi qu'il y a carrément en fait une prévention à faire à l'arrivée du premier enfant. Et ça, je pense qu'il y a un rôle des PMI qui doit être joué et qui doit être en effet sur qu'est-ce que c'est s'occuper des enfants, voici les inégalités, essayez d'y réfléchir dans votre couple, etc. Ça, je pense que ça fait vraiment partie aussi des mesures concrètes qui peuvent être prises très rapidement, mais s'il y avait la volonté en fait de changer les choses. Et puis évidemment, on va y arriver. C'est la question du congé paternité, enfin le congé pour le deuxième parent, qui permettrait aussi de réduire en fait ces inégalités en mettant tout le monde à égalité au moment de l'arrivée du premier enfant. Enfin, d'un enfant en général, mais surtout d'un premier enfant, parce que c'est là où il y a beaucoup d'inégalités qui se jouent. D'ailleurs, je pense que ça saute aux yeux en fait des gens qui pensaient que ça n'existait pas au moment de l'arrivée du premier enfant. Donc, je pense qu'il y a vraiment il y a un truc aussi à faire sur la toute petite enfance avec alors pas les sages-femmes parce qu'elles ont déjà beaucoup de choses à faire, mais justement la question des PMI, ça serait très intéressant et d'avoir en fait une explication sur les rôles genrés, ce que c'est en fait l'éducation genrée, sur les inégalités qu'on peut avoir. Camille Froide-Vométrie, votre agenda féministe comporte pas mal des mesures énoncées par Colline. Politiquement, on fait bien plus pour l'égalité au travail que pour l'égalité à la maison, sans mesurer en fait que tout ça fonctionne de façon circulaire et évidemment tout est très lié. Donc, il faut une volonté politique forte. Pour ajouter d'autres éléments à ce qu'a dit Colline, que je partage évidemment totalement, il y a la question aussi de la façon dont ces représentations communes et ces rôles de genre sont produits et reproduits dans la culture populaire par les représentations qui sont celles des médias, de la publicité, mais aussi des films et des séries. Et c'est compliqué d'enclencher des leviers qui permettent de modifier ces représentations. Dans une lettre qui est parue ce jour même, le Haut Conseil à l'égalité évoque et recommande et demande que soit imaginée et mise en place une campagne nationale de sensibilisation à cette question du partage des responsabilités familiales. Et c'est vrai que c'est un sujet qui n'a jamais été politiquement affronté, dans le sens où on ne voit pas de campagne nationale sur des sujets tels que comment encourager les hommes à prendre davantage leur part au foyer. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'important parce que si on y réfléchit bien, et même en tant que femme, on s'aperçoit que on est soi-même souvent disons d'une certaine façon responsable de notre propre enfermement dans ces rôles. Par exemple, sur la question du lâcher-prise, Colline doit avoir bien des exemples dans ce cas, c'est-à-dire que si elles ont conscience d'en faire autant, parfois les femmes n'ont pas toujours, disons, c'est pas une question de force ou de courage, mais c'est tellement plus facile parfois de faire les choses soi-même que de déléguer à d'autres ou que de demander à d'autres,
que c'est une espèce de cercle vicieux qui fait que même en ayant conscience des inégalités, il s'avère que pour ce qui est de la vie quotidienne, pour disons, le fait qu'elle soit fluide et la plus agréable possible, c'est mieux de le faire soi-même. Et donc, il y a un travail à faire sur la façon dont les femmes elles-mêmes se représentent leur propre rôle et sur cette réflexion à mener sur la question de savoir est-ce que c'est si important de s'investir autant sur tel ou tel sujet, etc. Et c'est le fameux mythe de la superwoman qui assume tout sans scier, sans broncher, qui serait à remettre en cause, y compris par les femmes elles-mêmes. Oui, mais en essayant justement de repérer ce qui le nourrit, ce mythe, et ce qui le nourrit chez les femmes elles-mêmes. La sociologue américaine Harley Hochschild, à qui on doit notamment la notion de travail émotionnel, a travaillé également sur la question de la double journée. C'était un ouvrage paru dans les années 80 qui est celui qui a lancé en quelque sorte cette thématique de la double, et on pourrait parler là en période de confinement de quadruple ou voilà, triple journée. Elle rend compte de ce phénomène, comment dire, de la difficulté pour les femmes à lâcher ce qu'elles font dans la sphère domestique par cette notion justement de charge émotionnelle. D'abord, il peut y avoir une dimension gratifiante pour les femmes à assumer ses responsabilités, notamment sur le terrain, par exemple, tout ce qui concerne la cuisine et les courses. Quand on va acheter à manger pour sa famille, eh bien, on le fait en projetant le plaisir de ses enfants à découvrir une nouvelle, un nouveau paquet de biscuits ou quelque chose, une petite surprise qu'on a prévue pour eux. Et puis, il y a aussi, dans le fait, par exemple, du ménage, le sentiment de sécurité et d'accomplissement que peut donner, dit-elle, le fait d'être en charge de l'ordre et de la propreté de la maison. Donc, il y a des mécanismes comme ça qui sont, disons, un peu souterrains, totalement inconscients, bien sûr, mais qui jouent fortement dans la reproduction de ces rôles genrés. Et justement, il faut travailler à mettre au jour tous ces petits ressorts dissimulés qui maintiennent la situation en l'état. Ah oui, par exemple, durant ce confinement, c'était des hommes qui, pour soulager leur compagne, sortaient faire les courses pendant qu'elle, elle restait dans le foyer. Mais encore une fois, c'était les hommes qui trouvaient une échappée en allant faire les courses et qui pouvaient sortir ainsi du foyer. Concrètement, on en est où aujourd'hui sur le plan politique? Que disent les partis politiques, mais aussi les syndicats? Mais en fait, moi, ce qui m'étonne énormément, c'est que cette question du congé paternité, par exemple, ou cette question d'égalité et des tâches domestiques, elle n'apparaît pas, en fait, dans les programmes des partis politiques, ou très peu chez les syndicats, en fait. Moi, j'ai été frappée parce que il y a quelques semaines, il y a eu les assises de la charge mentale en Belgique, organisées par un syndicat, et je me suis dit, mais c'est exceptionnel, en fait. Et pourquoi, en fait, en France, on n'a pas une question en fait directe avec des syndicats qui poussent en fait pour cette question du congé paternité. Si vraiment ils y croyaient pour de vrai et qu'ils se disaient ça va vraiment changer les choses en termes d'égalité, pourquoi les syndicats, les partis politiques n'y vont pas? Voilà, tout simplement. Camille? Oui, c'est une question vraiment cruciale parce que j'évoquais tout à l'heure la nécessité de changer les représentations communes et à quel point c'est difficile. Là, on en a l'exemple type, c'est-à-dire que des études l'ont montré, plus les congés de paternité sont longs, plus les hommes s'impliquent par la suite dans les charges parentales. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour mettre en place ce qu'on pourrait appeler une forme de routine paternelle. Et si on se contente du congé tel qu'il existe en France de 11 jours, on ne va pas avancer très vite. Il suffit de s'inspirer de l'Espagne, qui n'est pas si loin, qui vient d'instaurer un congé de paternité de 8 semaines rémunéré à 100% et qui vise les 16 semaines pour 2021. Donc, on voit bien que quand la volonté politique est présente, on peut tout à fait mettre en place ce genre de mesures. Et c'est ce type d'accompagnement de la façon dont on repense la parentalité qui va permettre ensuite, dans un deuxième temps, de modifier en profondeur les rôles de genre. Comment ça s'est passé pour vous, le confinement, puisque on parle, votre propre expérience nourrit vos travaux. Colline, vous avez créé T'as pensé à quoi à partir de votre propre cas personnel et puis des cas autour de vous. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai un enfant de moins de 3 ans. Voilà, donc je vais commencer par ça. J'ai un enfant de moins de 3 ans. En fait, mon compagnon est à terre à l'université. Donc, il a fallu qu'il continue de produire. Moi, je suis prof, il a fallu que je continue de produire. Et je pense qu'en fait, il y a un moment où on a un peu lâché aussi pour permettre la santé mentale de tous.
Voilà, donc moi, en termes d'égalité, on est quand même plutôt bon parce qu'on a fait une révolution. Vous imaginez bien que après, avec Ta pensée A, ça a changé beaucoup de choses dans mon couple. Donc la révolution a bien eu lieu, mais c'est vrai que moi, on n'a pas eu spécialement de problème. Après, j'avoue que s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans qui fait 0 sieste et qui se lève tôt et qui se couche tard, ça a été un petit peu sportif. C'est un petit peu sportif. Pour vous, Camille, Alors, de mon côté, c'est- c'est un peu différent. Moi, j'ai 2 enfants, mais qui sont des grands ados, donc voilà, une fille de 14 et un garçon de 18. On a pris des mesures très tôt pour anticiper sur, disons, comment dire, la dimension de vie à 4, matin, midi et soir. Donc, on a décrété dès le début que, à l'heure du déjeuner, chacun se débrouillait. Ce qui permet aussi de responsabiliser tout le monde à voilà ce que c'est que de se faire à manger. Bon, c'est des choses qu'on pratiquait déjà un peu avant, mais ça a été assez salvateur hein, de ne se réunir finalement qu'une fois par jour, notamment le soir. Mais ça a été aussi l'occasion pour moi de prendre la conscience de petits dysfonctionnements. Je me suis rendu compte, par exemple, que ma fille de 14 ans sait faire une lessive de linge. Elle sait lancer une machine. Elle connaît les programmes. Elle sait comment faire. Elle me l'avait demandé. Son frère de 18 ans, non. Et j'ai bien dû, voilà, ça a été un petit peu le moment d'une réflexion pour moi de me dire, mais en fait, si j'y réfléchis bien, c'est vrai que le linge, c'est plutôt moi qui m'en occupe. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé en termes de reproduction quasi à l'identique. Chez nous, c'est les filles qui s'occupent du linge. Bon, alors les garçons, on leur part sur bien d'autres sujets, mais ça m'a quand même fait réfléchir à la façon dont, même quand on est, disons, évidemment, très, très, très sensible et très attentive à toutes ces questions d'égalité de genre, on peut presque malgré soi reproduire des mécanismes un peu dommageables. Et donc, voilà, j'ai essayé d'immédiatement pallier à cette difficulté en donnant un cours de lessive à laver le linge à mon fils. Et ça a fonctionné. J'espère que ça va le faire, oui. Ce confinement a tout de même eu quelques effets positifs. Alors pour vous, Camille, c'est votre fils qui apprend à se servir de la machine à laver, mais pas seulement. Je pense notamment à l'expérimentation d'une liberté nouvelle pour les femmes dans leur rapport au corps. Des femmes se sont en effet affranchies des injonctions et des regards extérieurs. Elles ont cessé de porter qui le soutien-gorge, qui des chaussures à talons. D'autres ont cessé de se maquiller, de s'épiler, de faire le brushing. Vous qui avez publié quelques jours avant cette quarantaine mondiale chez Anamosa une enquête passionnante sur un angle mort de la sociologie, les seins en quête d'une libération. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Camille ? Oui, alors c'est effectivement le confinement a été de ce point de vue-là un moment assez inouï hein, qui a permis aux femmes de vivre quelque chose de tout à fait inédit j'allais dire quasiment à l'échelle de l'histoire de l'humanité, puisque elles se sont trouvées soudainement débarrassées des regards extérieurs dont elles savent très bien au quotidien qu'ils vont peser sur elles dès lors qu'elles sortent dans le monde. Donc elles ont pu vivre débarrassées de cette scrutation quotidienne et elles ont pu développer de nouvelles modalités dans leur rapport au corps sur un mode plus libre. Alors ça va évidemment, il y a toutes les options possibles. Hein. Vous évoquiez le fait de se débarrasser d'un certain nombre de contraintes et des routines esthétiques, mais ça a pu aussi jouer dans l'autre sens de femmes qui ont pris du temps pour elles, se sont mises à faire peut-être un sport ou tout simplement à s'occuper et à rester dans une forme d'intimité quotidienne avec leur propre corps. Et alors, évidemment, la question, c'est de savoir, est-ce que cette liberté nouvelle qu'elles ont pu éprouver pendant le confinement, elle va se pérenniser une fois qu'elles auront à retourner travailler? Je ne le sais pas, mais je me dis que quand même, il a dû se passer quelque chose qui aura certainement des conséquences positives, puisqu'il faut bien en chercher quelques-unes. Colline, cette émancipation, elle est apparue dans les témoignages que vous avez reçus? Pas spécialement. Ce qui est apparu de positif, c'est par exemple tous les couples qui viennent juste d'être parents et qui se retrouvent avec monsieur qui est obligé de rester à la maison. Et ça a été positif parce que ça a été très apprécié de la part de ces jeunes couples, enfin de ces jeunes parents, de se retrouver ensemble. Et ce que je disais la dernière fois à Camille, c'est que dans les trucs positifs, c'est que les couples qui avaient décidé de changer, ils ont pu mettre en place les solutions pendant le confinement.
C'est-à-dire que ceux qui avaient déjà mis en place une réflexion sur la question de l'égalité dans leur couple, en termes de tâches domestiques, en termes de charge mentale, ont pu mettre en place ça pendant le confinement et se poser pour de vrai. Mais c'est-à-dire qu'il y avait déjà une dynamique, en fait. C'est-à-dire que moi, je pense que ça, c'est vraiment ce qui a permis à quelques couples, hein, pas tous évidemment. C'est-à-dire ceux qui étaient viennent d'avoir juste un enfant, ça permet à ce que tout le monde soit à égalité. Et ceux qui avaient déjà commencé à réfléchir, tout simplement de continuer cette réflexion. Merci à toutes les deux. Je ne saurais que vous conseiller, chères spectatrices et spectateurs, la lecture des ouvrages de Camille Froidevaux-Métry et Colline Charpentier, plus que jamais essentiels dans le moment que nous vivons. Je vous conseille les 2 derniers, Ta-Pensée-A, guide d'autodéfense contre la charge mentale dans la collection Livres de poche, signé par Colline Charpentier, et le dernier livre de Camille Froidevaux-Métry, Les Saints en quête d'une libération, chez Anna Mosa. À très bientôt. Merci Rachida, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Demain, je vous retrouve avec Mathieu Magnodex. D'ici là, écrivez-nous toujours à la même adresse, alairlibre@mediapart.fr. Bonne soirée, à demain.